Aujourd'hui à Manuel d'Histoire, je vous présente un entretien que j'ai eu avec Alexandre Ballet, un enseignant globe-trotteur de géographie et d'histoire, qui est également conseiller pédagogique au lycée français international de Bangkok, en Thaïlande. Alexandre est aussi YouTuber et possède son site web à saveur pédagogique. Cet épisode va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur l'expérience d'un éducateur, mais aussi, bien sûr, il y a pour mission la formation continue via le médium qu'est le balado avec Balado Pédago. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je vous fais entendre la publicité de mes collègues. Salut les pédagogues! Alors, vous avez le goût d'un balado concret en éducation? On a ça pour vous. Allez plus loin avec la pédagogie, c'est un balado fait par 2 enseignants du primaire qui mettent en pratique dans leur classe déjà les divers sujets qui sont discutés. On vous parle de l'impact sur la réussite de nos élèves et aussi de l'impact sur notre réalité d'enseignant. Alors, venez passer un moment de qualité avec nous une fois par mois, que ce soit sur Spotify, YouTube ou Apple. C'est un rendez-vous! Alors, ça va être un podcast très intéressant qui va vous en apprendre à coup sûr. Maintenant, avec Alexandre Ballet, on a réussi à faire notre entretien, malgré nos 12 heures de décalage horaire entre le Québec et Bangkok. C'est un enseignant qui sort vraiment des sentiers battus. On a eu une belle discussion sur sa carrière et sur d'enseignant, bien sûr, et de conseiller pédagogique. Ça l'a transporté de Bordeaux en France, son lieu d'origine, jusqu'à Seattle aux États-Unis, en passant par Rabat au Maroc, puis Bangkok en Thaïlande plus récemment. On a aussi abordé ses approches pédagogiques favorites, dont la pédagogie inversée. Puis on a abordé divers sujets qui vont sûrement vous intéresser. Bonne écoute! Alexandre, on est assez loin l'un de l'autre en ce moment. On a un bon 12 heures de décalage. Alexandre est à Bangkok, en Thaïlande, moi au Québec. Donc, moi, il est 9 heures, lui, il est 9 heures, mais le matin. Bon matin, Alexandre. Bonjour Louis-Dominique, merci beaucoup. Tu es un enseignant secondaire, au secondaire, principalement? Ouais, dans le secondaire, ouais. Seulement dans le secondaire. Un enseignant, un conseiller pédagogique, tu es un globe-trotteur, donc français d'origine, tu as enseigné, tu as été aux États-Unis, Maroc, maintenant tu es en Thaïlande, YouTuber aussi avec la classe d'histoire que j'ai regardé, donc des vidéos très, très, très intéressantes, un site web aussi pédagogique. Donc, tu abordes beaucoup, beaucoup d'éléments. Il y a énormément de travail. Et puis, je suis content de pouvoir te parler aujourd'hui. Écoute, j'aimerais ça qu'on puisse commencer avec ton parcours, Alex, de vie d'enseignant. Je t'écoute. Ouais, merci beaucoup déjà de me recevoir, c'est super. Et je suis ravi de faire partie de ce balado avec toi aujourd'hui et faire ce petit bout de chemin ensemble. Alors moi, mon itinéraire, donc je suis professeur d'histoire-géographie en France. Et je viens du sud-ouest de la France, à Bordeaux. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière d'enseignant. J'ai fait mes études à l'université, des études de géographie. Et puis j'ai commencé la carrière là-bas. Puis j'étais remplaçant. Et donc ça a eu un impact sur ma manière de travailler. Parce que du coup, j'étais dans plusieurs établissements. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Et j'ai fait quelques années à Bordeaux, en France, c'est le collège et le lycée. Donc, tu vois, je sais pas comment on dit au Québec, mais par exemple, aux États-Unis, c'est grade 6 to grade 12, tu vois, c'est assez large, quoi, des collèges et lycées. École secondaire, nous, qu'on dit. Ouais, voilà. Donc, moi, j'étais à cheval sur les deux. Et puis, donc, j'ai commencé à enseigner là-bas, faire un petit peu de formation aussi. J'ai rejoint des groupes de formateurs à la demande d'inspecteurs académiques. Et en 2016, j'ai eu la chance d'aller rejoindre une école à Seattle, comme tu le disais, dans l'État de Washington. Une petite école, j'étais à peu près 400 élèves, ça s'appelle l'école franco-américaine du Puget Sound. Et c'était génial, quoi.
de découvrir d'autres manières de travailler, des collègues américains mais avec des backgrounds différents et qui ont travaillé parfois dans d'autres pays. Donc c'était vraiment très très chouette. J'ai fait 5 ans là-bas à travailler avec dans des super conditions, tu vois, des petites classes, vraiment une vraie volonté de mettre le pédagogique en premier. Enfin, c'était vraiment vraiment chouette expérience. Et puis à l'issue de ces 5 ans, je suis parti au Maroc. J'ai rejoint un autre établissement, c'est un lycée français international, qui s'appelle André Malraux, à Rabat, capitale du Maroc. Et là-bas, pareil, j'ai continué à enseigner dans le secondaire et j'ai eu une autre casquette qui était casquette ça s'appelle conseiller pédagogique. Voilà, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Alors, c'est vrai que derrière ce terme-là, on peut mettre plein de réalités différentes, mais dans l'idée, c'était faire de la formation continue des collègues qui sont en poste, la formation initiale pour des collègues qui débutent aussi, vers de la veille, veille pédagogique, veille un petit peu numérique, tu vois, des choses comme ça, et vraiment être sur le terrain. Donc ça, c'était une très très belle expérience parce que pendant 3 ans, j'ai pu travailler avec les collègues de l'équipe où j'étais et puis vadrouiller avec le sac à dos dans le Maroc pour aller dans les différents établissements. Et On puis en tu disais profite, on en profite. Ouais, non, c'était très très chouette, hein. Vraiment, tu vois, de pouvoir aller de Tanger tout au nord du Maroc jusqu'à Darla, qui est vraiment tout au sud, rencontrer des contextes d'enseignement extrêmement variés, des gens motivés, fantastiques, tu vois, qui sont venus aussi avec leur sac à dos s'installer dans une petite ville du Maroc, et vraiment vraiment très très chouette. Donc très très beau souvenir. Je t'interromps un petit instant, Mhm. simplement pour dire, c'est avec quel organisme, toi, que tu as fait cet échange-là? Ben, c'est peut-être pas un échange, mais avec quel organisme? C'est un organisme français? J'avais vu ça quelque part, là. Alors, il y a des échanges qui existent. Là, c'est pas un échange, en fait. Moi, je suis Non. toujours au ministère de l'Éducation nationale en France. Tu vois, j'ai mon poste. Je suis titulaire de ce ministère. Mais je suis détaché par mon ministère qui m'autorise à aller travailler ailleurs. Et là, en l'occurrence, j'étais détaché pour travailler pour ces établissements-là. La maison mère, l'agence et la belle maison à laquelle je fais partie maintenant, c'est l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et c'est elle qui chapeaute finalement le réseau des établissements français à l'étranger. Et c'est gros parce que c'est tu vois, les établissements français à l'étranger, c'est 139 pays à peu près, je crois. C'est pas loin de 400 000 élèves qui sont scolarisés dans ces établissements et c'est environ 600 établissements dans le monde. Donc c'est un maillage énorme. Et c'est cette agence qui finalement encadre ce qui se passe dans les établissements, qui homologue pour vérifier qu'on est bien par rapport au programme français. Et moi, c'est dans ce cadre-là que j'ai pu me déplacer. Lors de mes 2 premières missions aux États-Unis et au Maroc, ça s'est fait avec une association qui s'appelle la Mission laïque française. Et cette association, finalement, elle gère, de manière plus ou moins directe, des établissements. Et c'est avec eux que j'ai eu cette première entrée à l'étranger. D'accord. Parfait. Et est-ce que tu rencontres des Québécois parfois dans le monde, toi? Simplement une petite question comme ça. Alors, en ligne, non, alors, c'est plus difficile maintenant, tu l'as dit, on a 12 heures de décalage horaire, donc c'est un peu plus chaud. Mais je veux dire, à l'étranger, est-ce que tu rencontres parfois des Québécois qui, comme toi, travaillent pour peut-être une autre organisation que la tienne ou c'est surtout des Français? Assez peu. Alors, aux États-Unis, oui. Mais en même temps, à Seattle, j'étais à 3 heures de route de Canada et bon, plus loin du Québec. Mais on avait des collègues qui étaient venus travailler aux États-Unis et j'en ai rencontré dans d'autres établissements des États-Unis. Au Maroc, non, je crois pas. Et à Bangkok, non. J'ai croisé des Québécois, mais pas dans mon environnement professionnel de l'enseignement. OK. Donc, c'est ça, tu as fait au Maroc, donc, conseiller pédagogique que tu m'as dit. Donc, puis, par la suite, au Maroc, par la suite, tu as été en Thaïlande tout de suite après. Tu as passé combien de temps au Maroc? 3 ans. On a fait 3 ans au Maroc. 3 ans. Alors, à chaque fois, je pars avec ma famille. Donc, on a ma femme, les enfants. Hop, on part ensemble, tu vois. Et là, on a fait 3 ans, ouais. Et très, très chouette. Et au bout de ces 3 ans, s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Et il y avait des jolis postes, des jolies opportunités, notamment à Bangkok. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui, la chance de pouvoir enseigner et travailler en Thaïlande, toujours dans le cadre de ces lycées français. Et aujourd'hui, je suis au lycée français international de Bangkok. OK, excellent. Donc, c'est vraiment dans la ville? C'est un collège
C'est urbain, en fait. Ouais, c'est urbain. Alors, tu sais, la ville, elle est vraiment très, très étalée, très, très large. Donc, on est dans la ville, mais en périphérie de la ville quand même. On est dans le tissu urbain, tu vois. C'est vraiment un lycée de ville et notre public, c'est à peu près 1000 élèves. Il y en a beaucoup qui Oui. habitent vraiment dans le centre-ville de Bangkok. Donc, il faut venir, hein. Il y a des bouchons, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on est là, on est présent. Et on fait de la petite section de maternelle. Donc, tu vois, les élèves qui ont 3 ans jusqu'à la classe de terminale. Donc, les élèves qui ont 17, 18 ans. D'accord. Euh, et voilà quoi. Et donc c'est un chouette lycée aussi et je suis très content de l'avoir rejoint cette année. C'est tout frais. Est-ce que, bon, par exemple, le milieu socio-économique dans lequel toi tu enseignes, est-ce que c'est un milieu aisé? Est-ce que c'est un milieu Bah, peut-être moins aisé ou comment ça se présente? c'est plutôt, tu vois, sur ces profils d'établissements, donc des établissements français à l'étranger, privés, dans des grandes capitales, dans des grandes villes, on a plutôt un public des catégories socio-professionnelles plutôt plus, tu vois, plutôt Oui, élevé, avec une part d'expatriés, qui est non négligeable, hein, de Français ou d'autres nationalités, des Belges, des Canadiens, qui viennent scolariser aussi leurs enfants dans le système français, mais aussi des familles taille ici, et de plus en plus de taille. Et c'est vraiment une dynamique qu'on retrouve dans tous les établissements français à l'étranger, c'est qu'aujourd'hui, la part parmi les élèves, des locaux, tu vois, est de plus en plus importante. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, on est plutôt catégorie socio-professionnelle élevée, mais on d'accord. a quand même un petit peu de mixité. Mais le fait que l'école soit payante, bah forcément, tu vois, ça réduit évidemment les écarts, quoi. Absolument, absolument. Alors, toi, tu as créé un site web avec le temps, et puis tu as Mhm. créé aussi une chaîne YouTube. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que tu l'as fait dans un esprit de ton approche pédagogique qui, on avait parlé un peu précédemment, de la classe inversée. J'ai pas beaucoup entendu parler de ce concept-là, et puis Mhm. j'aimerais ça qu'on puisse élaborer un peu sur ce concept pédagogique-là, là, ben, du côté pratique. Qu'est-ce que c'est que la pédagogie inversée? Alors, la pédagogie inversée ou classe inversée, en anglais, c'est flip classroom. Il y a pas Oui. mal de littérature dessus depuis je sais pas, peut-être une vingtaine d'années. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en 2012-2013, je crois, à peu près. Et en soi, c'est pas une révolution, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau, mais qui a apporté un plus. Moi, dans ma pratique, pour faire très simple, la manière dont c'est généralement présenté, c'est on donne à la maison en autonomie un travail à faire avant la classe. Généralement, on dit que c'est des activités de bas niveau cognitif, tu vois, quelque chose de très simple, quelque chose qui ne doit pas être discriminant et creuser les inégalités, puisqu'on sait que l'école est quand même un endroit qui renforce les inégalités, en tout cas c'est le cas dans le système français. Et donc on donne à la maison ces activités de préparation, de vérification et de retour en classe, on va pouvoir se concentrer sur des activités de haut niveau cognitif, mettre les élèves en activité, leur permettre de collaborer et se dégager du temps, nous en tant qu'enseignants, pour être à côté des élèves. Tu vois, donc c'est vrai que sur classe D'accord. inversée, il y a eu pas mal de catchphrases, tu vois, des phrases un petit peu, et c'était l'idée de passer du face à face au côte à côte. C'est-à-dire que tu vas être vraiment dans la classe à côté avec les élèves. Donc OK. c'est pas une nouveauté, mais ça s'est vraiment développé dans les années 2010, notamment avec des enseignants américains. Et puis après, avec le développement des vidéos, je sais pas si tu te souviens de Salman Khan et la Khan Academy qui faisait ces petites vidéos de mathématiques essentiellement, c'est des OK. vidéos en ligne. Eh ben, pas mal d'enseignants ont commencé à produire du contenu. Et dans les petits travaux qu'on donnait à la maison avant le cours, bah, souvent, pas tout le temps, mais souvent, ça a pris la forme d'une petite capsule vidéo. Une petite vidéo qui OK. introduit une notion, qui met en bouche. Et moi, c'est cette orientation que j'ai pris. Et c'est là que j'ai commencé à bidouiller, faire des petites vidéos que j'ai mis sur la chaîne YouTube dont tu parlais. Sur la chaîne YouTube, oui. C'est très intéressant d'ailleurs, une belle présentation homogène. C'est vraiment intéressant. Là, donc, tu commences avec ça, tu leur envoies cette information-là. Les élèves vont chercher les informations et toi, tu arrives un peu comme un guide par la suite en classe ou tu n'es pas nécessairement le donneur magistral, par exemple. En fait, c'est un équilibre. Ça supprime pas du OK. magistral, mais OK. le fait d'avoir donné les choses en amont, ça me permettait de dégager du temps
en classe, parce que c'est toujours le truc après lequel on court, le temps. On n'a jamais le temps, tu vois. Donc, c'était, je vais prendre le temps là où c'est important. Et là où c'est important, c'est que les élèves manipulent, les élèves produisent, les élèves posent des questions, que je puisse y répondre, que je puisse recadrer, donner des rétroactions. Et c'est là qu'on a une vraie plus-value. Et donc, l'idée, c'était d'externaliser quelque chose et de le donner avant le cours. Donc, très concrètement, il y avait cette petite vidéo, par exemple, associée à un petit questionnaire, et il répondait à 5, 6, 7 questions, qui sont, encore une fois, des questions simples, tu vois, de prélèvement d'informations. Oui. Et moi, ça me permettait, quand les élèves rentraient en classe, déjà, je savais qui avait fait ou pas le travail. Ça, c'est déjà un gain de temps. Et ensuite, Oui, la qualité, tu vois. Donc, d'un point de vue quantitatif, je savais si c'était fait ou pas. Et d'un point de vue qualitatif, je pouvais voir si les réponses avaient été bonnes ou pas. Et du coup, de d'accord. retour en classe, je pouvais réinsister là où ça n'avait pas été bon, de dire, ah, attention, regardez, vous avez vu ça, on a vu ça, bam, bam, et essayer de corriger presque, tu vois, et de repartir du bon pied pour que la séance, finalement, on soit tous sur un pied d'égalité ou presque pour entamer notre séance. OK, c'est intéressant. Vois-tu, quand il est arrivé la pandémie, il y a quelques années, on a été un peu tous obligés d'aller un peu vers peut-être pas cette pédagogie-là à 100%, mais une partie à tout le moins, pour beaucoup d'enseignants comme moi, qui actuellement, je suis un peu ancien, là, ça fait presque 25 ans que j'enseigne, mais c'était la première fois qu'on se servait un petit peu de l'enseignement à distance ou même des technologies. Alors, ça me parle un peu là, ce que tu abordes là, dans cette pédagogie inversée là. C'est très intéressant. Puis d'ailleurs, je vais mettre dans la description de la vidéo, je vais pouvoir placer les liens là, vers ton site YouTube et ton site Internet. Là. Donc, les gens pourront avoir une idée là, de comment, quelle approche tu vas utiliser. Non, c'est intéressant. Puis il y avait un autre élément aussi que tu abordais, c'était l'enseignement, dans le fond, les pédagogies coopératives. Mm-hmm. Est-ce que tu voudrais me parler un petit peu de cette autre approche-là, là? Comment toi tu l'abordes, qu'est-ce que tu entends par pédagogie coopérative? Alors, pédagogie coopérative, du coup, tu vois, la classe inversée dont on parlait, c'est quelque chose qui était une porte d'entrée. En fait, je me suis dit, waouh, on peut faire des cours différemment. Parce qu'en fait, je reproduisais dans les premières années de ma carrière un petit peu ce que j'avais vécu presque comme élève, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, on peut faire différemment. Et en fait, en voyant qu'on pouvait faire différemment, j'ai commencé à lire un petit peu des didacticiens, mais aussi des pédagogues, des chercheurs, voir un petit peu ce qui se passe. Et je suis tombé sur des travaux de plusieurs personnes, et notamment un qui m'a beaucoup inspiré, qui est enseignant-chercheur en France, à Montpellier, qui s'appelle Sylvain Connac. Et Sylvain, il a fait pas mal de bouquins sur justement ces pédagogies coopératives. Alors, c'est l'idée, ça repose en gros sur l'idée que les élèves apprennent mieux, différemment lorsqu'ils travaillent ensemble, de manière structurée, de manière solidaire. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir la coopération comme levier d'apprentissage, construction de savoir commun, mais aussi savoir-être. Tu vois, on apprend à vivre en société, à faire société. Et c'est pas moi face à mon travail, mais c'est moi et les autres, et on fait des choses ensemble. Alors ça va se manifester avec de l'aide, avec des dispositifs d'entraide, avec parfois des dispositifs de tutorat, tu vois, entre élèves. Mais il y a une vraie réflexion sur ces pédagogies-là et sur le travailler ensemble, apprendre ensemble. Et ça, c'est des trucs qui m'ont inspiré. Et du coup, une fois que j'avais mis les pieds dans ce dispositif de classe inversée, j'ai découvert ça, je fais, mais c'est trop bien. Et donc, j'ai essayé de tâtonner à mon niveau, tu vois, à mon échelle, dans ma classe. Parce qu'on fait quand même un métier, bon, on fait partie d'une équipe, mais on est quand même un peu métier solidaire, tu vois. Dès que tu as fermé la porte de ta classe, bon, c'est ta classe. Donc, j'ai essayé, j'ai tâtonné un petit peu. Parfois, j'ai rencontré des super collègues avec qui on a pu mener en place des dispositifs. Dans l'Académie de Bordeaux, on avait fait des trucs super dans un établissement où j'ai travaillé. Pareil, aux États-Unis, j'ai pu faire des petites choses sympas. Donc voilà, c'est des choses qui m'ont inspiré pour travailler et développer d'autres compétences chez les élèves. D'ailleurs, quand tu parles de ces choses-là sympathiques, est-ce que tu pourrais me donner un petit exemple d'un exemple d'un projet que tu as fait, qu'on pourrait expliquer brièvement là, d'un petit Mm-hmm. projet coopératif? Alors, par exemple, un des premiers trucs que j'avais fait, que j'avais découvert, c'est ce qu'on appelait des marchés de connaissances. Et c'est dans la littérature, ils appellent ça, je crois, réseau réciproque de savoir, quelque chose comme ça. Et donc, c'est l'idée que personne ne sait tout, mais tout le monde sait quelque chose. Et donc, on va créer un dispositif dans lequel les élèves, finalement, vont apporter quelque chose qu'ils savent.
avec qui ils sont. Tu vois, c'est pas forcément du disciplinaire. Moi, je suis prof d'histoire géo. C'est pas forcément, allez, on va faire un marché sur l'Empire romain ou un marché sur Napoléon. Tu vois, mais moi, en tant qu'individu, moi, en tant qu'élève, je peux apporter ça. Et j'ai envie de vous partager ça parce que j'aime, je sais pas, les mangas. Moi, j'aime la cuisine. Moi, j'aime le skateboard. Moi, je sais faire tel truc. Et en fait, c'est des moments où chacun va pouvoir partager ce qu'il fait face à ses camarades. Alors, c'est pas frontal, c'est pas l'élève face à toute la classe. C'est comme un marché, en fait, tu vois, avec des petits stands. Et les gens circulent et viennent voir. Ah ouais, tu fais les mangas, vas-y, fais voir, explique-moi. Et donc, il explique. Après, on va voir le copain qui fait le skateboard. Et du coup, on a une vraie circulation de la connaissance. Les élèves partagent, échangent, apprennent à se connaître. Ça, en début d'année, fantastique pour des élèves qui se connaissent pas. Et on crée une vraie solidarité, on crée une vraie ambiance finalement dans cette classe. On apprend à se connaître. Et c'est un bon point de départ pour travailler ensuite avec les élèves. Puis ensuite, tu as plein de dispositifs qui existent. Tu as des jeux coopératifs, tu as du travail pour monter en compétences avec les ceintures de compétences. Et dans les pédagogies coopératives, on s'en inspire aussi. Voilà, il y a plein de choses. Et moi, j'ai essayé de toucher un petit peu du doigt toutes ces choses-là. Très intéressant. Très intéressant. Et il y a un aspect, c'est un aspect qui touche vraiment toute la société en ce moment, notamment avec tous les changements politiques, sociopolitiques, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe avec Elon Musk, avec, pour pas le nommer, l'intelligence artificielle. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose depuis quelques années. Hein. Je crois que tu te penches beaucoup là-dessus. Peut-être que tu as des réflexions par rapport à ça. En tout cas, une chose est certaine, c'est que on peut pas vraiment l'éviter en tant qu'enseignant. Moi, je sais que je dois apprendre aux élèves à vivre avec ça, à dompter un peu la bête. Comment toi, tu vois ça, cette intelligence artificielle-là, en tant que conseiller pédagogique et enseignant? J'aimerais t'entendre là-dessus. Eh ben, elle est là. L'intelligence artificielle, tu vois, les intelligences artificielles, elles sont arrivées sur le devant de la scène publique. Alors, ça fait longtemps qu'elles sont là, hein, mais et même qu'on les utilise, hein, tu vois, sur l'écriture sur nos téléphones où ils devinent le mot d'après, tout ça. Mais avec l'arrivée sur le marché de ChatGPT, bah, tout le monde l'a découvert. Avec cet effet waouh, genre waouh, c'est magique. Et puis en fait, on se rend compte qu'il faut apprendre à comprendre comment ça marche. Et non, c'est pas magique, c'est essentiellement des mathématiques en fait. Mais mais c'est super parce que ça ouvre un champ des possibles fantastique. Donc, dès que ça a été lancé, ça a été mais qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'enseignants ou en tant que conseiller pédagogique avec ça? Et forcément, on tâtonne, on découvre, on essaye. Des fois, c'est rigolo parce que l'IA, elle hallucine et elle t'invente des trucs. Des fois, tu te dis qu'il y a une vraie force et on va pouvoir l'utiliser pour enseigner. Les élèves vont pouvoir l'utiliser pour apprendre. On va pouvoir adapter nos activités là où ça nous prend parfois du temps. Par exemple, je disais tout à l'heure, on court toujours après la montre. Par exemple, différencier les activités, s'adapter au profil des élèves, c'est hyper chronophage, ça prend du temps. Là, on a un outil qui éventuellement peut nous aider à aller vers une école plus inclusive, même si c'est pas une baguette magique, ça va pas résoudre tous les problèmes, parce qu'il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte. En tant qu'élève, ouais, ça va m'aider à peut-être faire mes fiches de révision, m'aider à travailler sur des plans d'une dissertation. Maintenant, c'est comment nous, en tant qu'enseignants ou en tant que conseiller pédagogique, on forme, on encadre, on montre comment ça marche. Déjà, on explique du point de vue technique. Et puis, on montre les biais qui peuvent exister, les écueils qu'il faut éviter aussi lorsqu'on va les utiliser. Et ça, c'est des étapes qui sont extrêmement importantes à mon sens. Maintenant, il y a tout à faire. Et c'est très difficile, tu vois. Et là, je mets la casquette conseiller pédagogique, mais suivre ce qui se passe, ça va à une vitesse que c'est très, très dur. Tu vois, tu dois designer une formation sur l'intelligence artificielle. Donc, tu commences à faire ton truc, tu as tes objectifs. Et en fait, tout va très vite. Il y a des nouveaux outils, il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Et voilà, il faut pouvoir se recentrer, se reconcentrer. Il y a la revue française, les cahiers pédagogiques, que je recommande chaudement, qui tient je passe une conférence prochainement et qui s'appelle, peut-être que je me trompe un peu sur le titre, mais en gros, la pédagogie comme boussole. Utiliser l'IA, oui, mais avec la pédagogie comme boussole et remettre vraiment au cœur de notre travail la pédagogie. Je l'utilise pourquoi? Je l'utilise dans quel objectif? Avec qui va l'utiliser? Et garder en tête
tous les impacts que ça peut avoir. D'accord ? L'utiliser, c'est un impact environnemental, on en parle de plus en plus, l'utilisation énergétique de l'eau, c'est un impact éthique. Tu parlais de Elon Musk ou d'autres grands patrons de la tech américaine. On voit le rapprochement idéologique qu'ils peuvent avoir avec telle ou telle personne. Ça a un impact aussi. Est-ce que je participe à ça ? Est-ce que je veux soutenir ça ? Donc, il y a plein de questions à se poser et je pense qu'il faut l'utiliser, mais il faut l'utiliser en réfléchissant. Est-ce que quand je génère cette image, j'ai vraiment besoin de le faire ? Est-ce que quand je l'utilise pour ça, j'ai vraiment besoin de le faire ? Et si je le fais, pourquoi ? Oui, effectivement. Ça parle beaucoup, effectivement. Dans l'enseignement de la géographie et de l'histoire, toi, est-ce qu'il y a quelque chose, quelque chose qui, pour toi, dans l'approche de tout ça, qui est vraiment primordial, je veux dire, avec les jeunes, là, y a-tu une façon d'agir, une manière de voir ça, de concevoir ça, qui pour toi est hyper important? C'est une valeur là, en tant qu'enseignant. Là. C'est super difficile comme question. Et le métier d'enseignant, c'est un peu, tu sais, les équilibristes sur un fil là, qui traversent entre genre le Grand Canyon oui. sur un fil là. Voilà, ça c'est nous en fait. Et on est Oui. là et on est attaché, mais bon, pas totalement. Et en fait, on est toujours sur cette tension et toujours au bord du précipice. Et on a des programmes. Il faut qu'on arrive à faire ces programmes. On a plein de textes qui se superposent. On est dans notre classe, mais on fait partie d'une équipe. Cette équipe est un établissement qui a son propre projet, tu vois. Et on n'est pas un électron libre. Et en face de nous, on a un public, une matière vivante qui est différente chaque année selon les niveaux, les âges, etc. Donc, c'est très compliqué. Mais si on devait peut-être se recentrer sur un truc, c'est vraiment comment préparer les élèves au monde de demain. Et ça, je trouve que on n'est pas toujours très bon. Je parle pour l'école française. On n'est pas toujours très bon sur ça parce que il y a des choses qui sont trop cadrées, parce que le programme. Et tu vois, moi, enseignant d'histoire-géographie, j'adore mes disciplines, mais quand je travaille avec des élèves américains aux États-Unis, des petits Marocains ou des petits Thaïs, il y a des sujets, je me dis, est-ce que vraiment c'est fondamental qu'ils sachent tel aspect de la Deuxième République française ? Probablement pas, tu vois. Mais qu'est-ce qui est important lorsque je vais travailler ce sujet-là, parce que c'est dans mon programme, est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble, parler de coopération ? Est-ce qu'ils font preuve d'esprit critique ? Et on en a de plus en plus besoin, puisqu'on parlait d'IA il y a quelques minutes. Est-ce qu'on peut vivre ensemble ? Est-ce que je peux faire preuve d'empathie ? Est-ce que j'arrive à utiliser des outils numériques ? Tu vois, toutes ces compétences-là qui sont hyper importantes. On parle parfois de compétences psychosociales, de soft skills, de compétences du 21e siècle. Donc derrière ce grand chapeau, on lui donne le nom qu'on veut, mais c'est elles qui doivent être au cœur de notre travail. Et pourtant, c'est super difficile parce que on a des injonctions parfois contradictoires. Et je sais pas comment c'est au Québec, mais voilà, les choses vont très vite. Le temps de l'école, c'est un temps long. Il faut se poser, il faut réfléchir, il faut avancer. Et c'est pas un temps de réforme annuel ou tous les 2 ans. Et on a besoin, prendre le temps de parler. Absolument. Et c'est pas toujours facile. Non, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous vivez aussi la fameuse pénurie de main-d'œuvre? Je pense que ça doit être mondial, ça. Cette pénurie de main-d'œuvre-là, oui. Le fait d'avoir de la difficulté à chercher des nouveaux enseignants, à motiver des nouveaux enseignants, la relève, ça doit pas être facile. Ouais, non, c'est pas facile. Alors en France, oui, c'est toujours très compliqué depuis plusieurs années. On a des concours en France pour devenir enseignant, et c'est vrai que le vivier s'appauvrit un petit peu, quoi. C'est pas l'attractivité du métier d'enseignant en France, c'est pas ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez difficile. À l'étranger, on rencontre aussi des difficultés selon les années, selon les disciplines aussi, ça joue beaucoup à recruter, parce que s'éloigner de la France dans un contexte qui est incertain. Alors c'est vrai qu'on a traversé une pandémie qui fait qu'évidemment les mobilités internationales ont été réduites, mais voilà, un contexte même économique incertain, géopolitique incertain. Est-ce que j'ai envie de mettre en parenthèse ma vie en France ou au Québec pour aller enseigner à l'autre bout du monde ? Tu vois, c'est des choix de vie qui sont difficiles et on a parfois des difficultés à recruter, même aussi dans les lycées français à l'étranger. Mais il y a l'idée que on a des compétences sur place et aussi recruter des gens sur place qui travaillent, qui sont compétents et on a des Français installés en Thaïlande par exemple, tu vois, qui travaillent aussi dans les lycées français. On a ça un petit peu partout dans le monde, travailler avec des gens qui sont déjà sur place.
Est-ce que tu vois aussi, je suis curieux parce que nous, il y a une problématique aussi, on dirait qu'il y a un désengagement un peu par rapport à l'enseignement, par rapport le tissu social qui s'effrite un peu, c'est-à-dire l'enseignement prend une place moins importante ou l'engagement de l'élève face à son enseignement. Est-ce que tu remarques une espèce d'effritement, toi, depuis quelques années ou je sais que nous autres ici, on le remarque beaucoup. C'est sûr que moi, j'enseigne dans un milieu très défavorisé, mais tu sais, par rapport à les jeunes, je peux peut-être dévier ma question en disant les jeunes, est-ce que tu vois qu'il y a comme une espèce de désengagement par rapport à la motivation, une amotivation, ou tu le Alors c'est remarques vrai peut-être on travaille pas dans le même contexte d'enseignement. pas? Ouais. Alors je peux faire référence à ce que là où j'avais travaillé en France avant, mais peut-être que ça date un petit peu maintenant parce que ça a 9-10 ans. Je sais pas s'il y a une forme d'amotivation ou démotivation. En tout cas, un truc qui est sûr, c'est que, enfin, sûr, j'en sais rien, mais peut-être une sorte de perte de sens, tu vois. Pourquoi aller à l'école? Pourquoi utiliser ça? Pourquoi apprendre ça? Et on revient là sur l'IA dont on parlait il y a quelques minutes. Oui, oui. En gros, un élève, il cherche toujours à limiter les effets de l'instrument avec lequel on torture, tu vois. Donc, là, il a l'IA, il va l'utiliser. Je veux dire, il clique, il demande un truc, pouf, il y a une réponse qui apparaît. Ouais. Donc, il va falloir leur apprendre à utiliser ça, tu vois, pour essayer de revenir sur notre esprit critique et tout ça. En tout cas, il y a l'idée qu'aujourd'hui, les élèves, ils savent plus forcément, en tout cas des élèves ne savent plus forcément pourquoi ils sont à l'école. Tu vois, est-ce que l'école va me permettre d'avoir une vie meilleure, va me permettre de bien vivre ma vie, d'être heureux? Il y a des gens qui en doutent peut-être. Il y a peut-être d'autres moyens qui permettent de réussir sa vie que l'école. Et finalement, on doute un petit peu de ça. Et il y a plein de domaines connaissent une crise et peut-être que l'école en connaît une aussi. Et c'est un sujet qui est très, très compliqué, je pense. En effet, l'enseignement, c'est pas simple. Ben, écoute, Alexandre, moi, je trouve ça très, très, très intéressant, ma discussion avec toi. Je trouve ça le fun parce que ça donne un autre point de vue aussi. Puis je me rends compte qu'il y a des vases communicants là, entre l'enseignement au Québec et l'enseignement en Thaïlande, en France. Ça reste très humain. Hein? Les jeunes restent les jeunes, puis l'enseignement, ça reste l'enseignement aussi. Donc, ben voilà, moi je pense que, écoute, je te remercie d'avoir pris du temps, Alexandre, pour me parler de ça. Puis je suis certain qu'il y a des gens qui, en écoutant ce qu'on va faire là, vont dire « Ah, c'est intéressant, ça va peut-être allumer des gens. » Puis je trouve ça le fun aussi de voir quelqu'un qui est motivé dans sa job, qui aime son emploi d'enseignement, même si c'est pas toujours facile à enseigner. C'est très humain, c'est beaucoup d'énergie, hein? Mais je trouve ça très plaisant là, d'avoir pu te parler. Alors, ben, écoute, je te souhaite un bon succès. Je vais mettre aussi tous les liens dans la description de notre discussion, là. Et puis, je te souhaite, c'est ça, une bonne continuité d'année scolaire puis des beaux projets de ton côté, là. Bah, merci beaucoup Louis-Dominique, merci de m'avoir reçu. J'ai beaucoup apprécié cet échange, c'était vraiment très très chouette de parler avec toi et voilà, bonne continuation et longue vie à Manuel d'Histoire, un balado à écouter évidemment. Très gentil. Merci beaucoup et bon début de journée à toi. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Après cet entretien-là, fort agréable avec Alexandre, je me rends compte que peu importe où on enseigne, ben, ça va rester des humains et que les enjeux restent relativement les mêmes. Bon, c'est sûr qu'il y a des enjeux au niveau de la provenance socio-économique, par exemple, des jeunes, mais les approches pédagogiques demeurent sensiblement pareilles. Et puis, c'est juste beau de voir à quel point il y a des gens qui peuvent être passionnés, puis aussi la possibilité de voyager dans le monde avec ce métier-là.